Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche, bienvenue sur le salon de l'agriculture, le salon international de l'agriculture à nouveau. Retour sur une semaine, alors une semaine riche en émotions et pas que de belles émotions, et vous évidemment un peu menée par l'actualité, cette actualité de temps de guerre en Ukraine, et avec toute cette difficulté à vivre la fête qu'on attendait depuis si longtemps, depuis plus de 2 ans, ici au salon de l'agriculture. En fait, la fête n'a pas été totalement gâchée parce que nos agriculteurs et toute la filière, toutes les filières étaient présentes pour nous faire vivre des moments inoubliables avec des produits d'exception. Mais il n'y a pas que ça au salon de l'agriculture. Il n'y a pas que le beau, que le bon, que ce qui donne envie. Il y a aussi des problèmes. Et oui, moi j'aime bien les soulever de temps en temps. Bon, je ne suis pas un leveur de lièvre habituel, mais quand il y a des choses qui me chagrinent autour de l'agriculture et de l'alimentation, je mets le doigt dessus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un sujet qui vous touche tous, vous les consommateurs. On va parler du Nutri-Score. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Si. Vous savez très bien, c'est ce petit feu vert, feu orange, feu rouge qui apparaît de plus en plus sur les produits alimentaires vendus, notamment dans la distribution. Et on va parler des problèmes que peuvent générer ce Nutri-Score quand il est mal utilisé ou mal lu, ou mal compris par nous-mêmes, par vous-même, les consommateurs. Je me suis entouré pour ça de spécialistes aujourd'hui, puisque je reçois, c'est le scientifique du plateau aujourd'hui, c'est Philippe Legrand. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire de biochimie, alors alimentation humaine, uniquement. Nutrition. Oui. Nutrition. Alors c'est quoi la différence d'ailleurs entre nutrition et alimentation ? Ça pourrait pas s'appeler alimentation ? L'alimentation est plus large, elle inclut aussi la production, le traitement, les industries agroalimentaires. Nous, la nutrition, c'est à partir du moment où c'est rentré dans la bouche qu'en font les cellules, et c'est forcément très lié à la santé. Ah oui, évidemment. Et comment c'est comment on se nourrit avec le bol alimentaire, pour faire simple. En face de vous, je suis avec Sébastien Vignette, qui est le secrétaire général de la Confédération Générale de Roquefort. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent, merci de votre accueil. On va se demander pourquoi le Roquefort, parce que le Roquefort, figurez-vous que mercredi, vous avez organisé, en fait, avec le docteur Legrand, un colloque, en quelque sorte, une conférence pour expliquer les problèmes qui subsistent entre ce Nutri-Score et nos produits dits de qualité, nos produits d'appellation. Oui, alors c'est vrai que le Roquefort est particulièrement maltraité de manière injuste, puisqu'il subit un infamant E sur fond rouge. Alors moi, le seul E que j'accepte, c'est celui de l'excellence. Mais je ne crois pas que... Il faut expliquer, parce que la nomenclature fait qu'en fait, on a un petit curseur qui va de A à E. C'est un peu comme sur les machines à laver avec le score énergétique. Oui, et c'est un des problèmes du Nutri-Score, c'est-à-dire qu'il porte un jugement sur l'aliment, plutôt que d'avoir une démarche d'éducation alimentaire. Le problème du Nutri-Score, si vous voulez, c'est le peu qu'il dit et le beaucoup qu'il ne dit pas. Voilà. Et à Roquefort, on est particulièrement combatif sur ce sujet parce que on considère que c'est particulièrement injuste, je l'ai dit. Ça l'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un fromage AOP comme le Roquefort, symbole de l'excellence de notre gastronomie, de la culture française, de son rayonnement à l'étranger. Un Roquefort AOP, ça consigne une recette ancestrale dans un cahier des charges auquel on ne peut pas déroger. Donc si vous voulez, Vincent, moi, je ne sais pas faire du Roquefort en replaçant le lait cru par du lait pasteurisé, écrémé. Je sais pas faire du sel de sodium par du sel de potassium. Voilà. Je sais pas remplacer le sel par des conservateurs chimiques. Ouais, en tout cas, je ne souhaite pas le faire. Et je sais pas remplacer le gras par du texturant, si vous voulez. Donc, nos recettes, on peut pas les modifier. Le Nutri-Score, ça peut faire sens pour certains produits industriels très transformés, ultra transformés, mais c'est un véritable contresens pour nos AOP. Alors à côté de vous, Pierre Ginèbre, qui représente d'abord la région Occitanie, parce que vous êtes directeur d'IRCALIM. IRCALIM, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un organisme qui regroupe en fait des signes de qualité. C'est tout à fait ça. C'est un organisme qui rassemble l'ensemble des organismes des eaux de défense et de gestion, comme le Roquefort, comme les huiles d'olive, comme la charcuterie de la région Occitanie. Tous les produits à signe de qualité, en fait. Tous les produits à signe de qualité.
Pourquoi est-ce qu'il a été obligé, pourquoi vous avez été obligé de créer l'IRCALIM pour les regrouper? Alors, Parce qu'ils se défendent pas bien tout seuls? alors c'est pas tout à fait ça en fait. Ils se défendent très bien tout seuls, mais il est bien évident que quand on est le Roquefort, avec la reconnaissance du Roquefort et la capacité à faire du Roquefort, c'est peut-être un peu plus facile qu'un certain nombre de plus petites démarches qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à se faire entendre. D'accord. Mais par-delà ça, c'est surtout une fédération où l'ensemble des acteurs sont unis sur des sujets transversaux comme peuvent l'être le Nutri-Score. Donc nous les accompagnons, nous les aidons à réaliser les cahiers des charges et nous les aidons à améliorer la qualité de leurs produits. Alors, docteur, vous étiez à cette conférence de presse en compagnie de Sébastien. On vous a entendu dire en définitive que vous luttiez, vous, je ne sais pas si c'est l'ensemble de la communauté scientifique autour de la biochimie et autour de la nutrition et de l'alimentation qui partagent vos positions, mais que vous luttiez un peu contre les dérives de ce Nutri-Score. Mais au départ, le Nutri-Score, ça part plutôt d'une bonne idée qui est de ménager notre santé de consommateur. Tout à fait. C'est pas une lutte, c'est une recherche d'amélioration. Donc le Nutri-Score a le mérite d'exister et il a une certaine utilité. Il n'y a aucun doute là-dessus et tous ceux qui l'ont conçu sont des scientifiques éminemment savants. Pour autant, et indépendant. Et bien enfin, sûr, sans doute, la plupart. Alors, en tout cas. Pour autant, une grande partie des scientifiques de la nutrition souhaitent le voir évoluer. Le voir évoluer pour le renforcer, en fait. Hein, c'est pas une lutte, c'est une amélioration souhaitable. Il est basé sur un algorithme qui part de points négatifs, qui sont l'excès de lipides, de gras, de sel. Ok, mais déjà c'est le mot excès, hein, c'est pas forcément la présence, sinon il n'y a plus rien. Oui, d'accord. Et puis en face, finalement, là, le scientifique, et je suis pas tout seul, au contraire, même on est très nombreux à dire, bah oui, mais en face, il y a juste fibres, fruits et légumes, et puis protéines quand même, heureusement. Mais la nutrition, c'est aussi les minéraux, les vitamines, les acides gras indispensables. Tout ça, ça a beaucoup évolué en connaissance. Il y a eu les ANC de l'ANSES, que j'ai eu l'honneur de présider pour le gras, par exemple, et qui me font dire, effectivement, le départ, la base de l'algorithme, il doit être revu. Alors, Philippe Legrand, pour essayer de comprendre, on peut dire qu'au définitif, c'est un peu manichéen, le Nutri-Score. Hein, donc c'est grossier, c'est historiquement grossier, mais je ne dis pas que ça ne pouvait pas commencer comme ça, mais il est temps d'affiner. Oui, mais si je résume, le Nutri-Score nous dit ne mangez pas de gras. Si je vais vraiment à l'extrême. Je vais le défendre, mais il dit pas ça. Non, il dit non. Quoi? Mais il stigmatise un peu trop des réflexes sur des produits qui sont très riches en gras. Or, un menu vient de l'équilibre. Et quand on regarde les chiffres de l'INCA et de l'ANSES, la proportion lipides, glucides, protéines dans l'alimentation des Français, elle est correcte. Donc ce qui ne va pas, c'est la quantité dans l'assiette. Oui, trop de gras, c'est un problème, trop de sucre, c'est un problème, et trop de sel aussi. Mais en composition, je parle pour ce que je connais le mieux, les lipides, nos ANC. Les gras, quoi. Oui, 35 à 40% de l'apport alimentaire, c'est à peu près la moyenne française. Donc ça veut dire que la priorité, c'est d'éduquer vers le fait de ne pas trop charger son assiette. Oui, mais ça veut dire que la présence de matières grasses. Alors moi je pense, et tout à l'heure on aura Olivier Nallès, spécialiste de l'huile d'olive, des produits qui sont, alors là pour le coup 100% matières grasses, ils sont évidemment stigmatisés. On vous dit, hélas, ne consommez pas d'huile d'olive, si on se réfère au Nutri-Score. Mais je ne suis pas sûr que c'était l'objectif du Nutri-Score. C'est pour ça qu'il faut l'améliorer. Ce n'était pas forcément un rot sur les lipides, mais ça suivait quand même toute une génération qui disait « Ah, le gras c'est un problème ». Or finalement, non, les ANC de l'ANSES ont défini les bonnes quantités de gras, et donc le Nutri-Score serait utile plus si le pilier lipide était moins sévère, parce qu'il est démodé, quoi. Le pilier lipide, il est démodé. Donc nous, on est plutôt amis du Nutri-Score, mais il faut absolument l'améliorer, sinon il peut devenir contre-productif. Oui. Et puis... Est-ce que c'est vrai que ça favorise les produits ultra transformés? C'est ce qu'on entend dire, ou est-ce que c'est de l'intox? Alors, moi je suis un arbitre calme et scientifique. Oui. Je sais que l'intérêt du Nutri-Score, c'est de guider et de mettre une certaine pression, car réussi. Là où la main de l'industriel compose, et compose de manière forcément plus artificielle que pour les aliments simples. C'est-à-dire, si on peut, et ça a marché, et ça continue de marcher, dire mettez un peu moins de sel, mettez un peu moins de gras, mettez un peu moins de sucre dans tel ou tel produit. Mais ça veut dire que ce n'est pas des produits simples dont on parle, c'est ceux sur lesquels la main de l'homme peut être améliorée. Et ça marche, le Nutri-Score réussit. Mais par pitié, il
devrait abandonner tout impact sur les produits simples. Par exemple, moi qui ai présidé les recommandations pour les lipides, voir que les huiles sont toutes DEE, il y a eu un petit effort de fait pour l'huile d'olive, ça n'a pas de sens, surtout si on sait un guide Et la d'achat. graisse de canard qui est si bonne pour nos artères. Voilà, donc ça stigmatise. C'est pas très adroit de ce point de vue-là. Il faut absolument sortir les aliments simples du Nutri-Score parce que finalement, les huiles, c'est 100% de gras. Si on les stigmatise, beaucoup de gens vont passer à côté des besoins en lipides. Restez avec moi, messieurs, on se quitte quelques secondes, on se retrouve ici sur le salon de l'agriculture pour continuer à étudier ce qui se cache derrière le Nutri-Score que vous retrouvez sur beaucoup de vos paquets. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Voilà, de retour au salon de l'agriculture, toujours en compagnie d'un parterre de gens bien connaisseurs du sujet qui nous occupe ce matin, le Nutri-Score. Alors pas forcément du côté scientifique qui est tenu de main de maître par le docteur Philippe Legrand qui est avec nous depuis son laboratoire de biochimie de Rennes qui utilise, je dirais, tous les outils nécessaires à comprendre notre nutrition. Bien entendu. Alors, c'est intéressant parce qu'on va en parler, puisque effectivement, on est une sorte d'usine. Notre digestion, c'est une usine biochimique, en quelque sorte. Tout à fait. Et il n'y a pas que la digestion, après il y a l'absorption et enfin tout le métabolisme. Tout le métabolisme, puisque l'idée, c'est de récupérer l'énergie des aliments qui nous fait vivre. Pas que l'énergie. L'énergie, c'est une part, mais il y a toutes les molécules structurantes. Oui. Il faut bien faire des os, de la peau, des cheveux, enfin bon, très bien. En face de vous, Philippe Legrand, alors deux personnes tout à fait intéressées par le sujet, et je dirais malheureusement intéressées par le sujet, elles ne devraient pas l'être. C'est Sébastien Vignette qui représente alors toute l'interprofession du Roquefort, et c'est un beau fromage le Roquefort, et Pierre Ginèbre d'Ircalim. Alors on disait Ircalim, c'est ce qui recouvre en Occitanie uniquement les signes de qualité, les produits à signes de qualité. Alors, on peut dire lesquels? Évidemment, les AOP, AOC, pour commencer. On va pas le dire parce qu'il y a plus de 250 produits. On va citer quelques-uns. Non, mais je parle des signes, pas des produits. Pardon. Alors, les AOP, les IGP, les labels rouges, les produits biologiques et les spécialités traditionnelles. Ou ça existe encore, ça? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, mais il y a d'autres signes qualitatifs un peu moins connus. Alors, les signes officiels de qualité, je viens tous de les énumérer. C'est de cela qu'on est en train de parler. Ouais. Ils sont souvent le résultat en fait d'un terroir, d'un territoire, de savoir-faire d'hommes, souvent de résultats de plusieurs dizaines, voire centaines d'années de travail avant d'arriver aux produits tels qu'on les connaît. Et la volonté, c'est de ne pas forcément les faire évoluer. Je crois que Sébastien l'a très bien évoqué dans le cadre du Roquefort. Et ces cas-là, on le retrouve sur un certain nombre de produits très identitaires, très culturels, et surtout qui font vivre des territoires. C'est ça qui est important à bien comprendre. Sébastien Vignette, vous qui êtes l'apôtre du Roquefort, enfin en tout cas le promoteur, la porte-voix. Le passionné, le défenseur. On peut le comprendre. Qu'est-ce que vous demandez au fond au Nutri-Score? Parce qu'on a bien compris que c'est comme si on avait besoin d'un Nutri-Score à deux vitesses. Un Nutri-Score qui s'occupe uniquement de nutrition, mais d'un point de vue biochimique, et l'autre qui ferait un petit peu appel à notre sensibilité culturelle, patrimoniale, qualitative. Alors, il y a plusieurs choses, et si vous permettez, Vincent, j'aimerais bien compléter les propos de Philippe. Je l'ai dit tout à l'heure, on est une AOP, on répond à des cahiers des charges stricts. L'AOP, c'est l'eau du panier dans les signes de qualité. Donc, appellation d'origine protégée européenne. Donc ça, c'est imbattable. Donc, cahier des charges stricts, lien avec le territoire, lien avec l'histoire. Et j'ajoute, il n'y a pas de déficit d'information. Parce que vous savez quoi, Vincent? Nos produits sont peu transformés, justement. Ouais. Et transparents, on dit tout. Et donc, la liste des ingrédients et le tableau de valeur nutritionnelle qui figurent déjà au dos des produits, ils sont ni très longs ni très compliqués à comprendre. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça va favoriser les produits ultra transformés? Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que concrètement, on l'a un peu illustré tout à l'heure, vous pouvez remplacer le sucre par des édulcorants, vous pouvez remplacer le gras par des texturants. Des quoi par exemple, des gélifiants, Philippe Legrand?
Par quoi on remplace le gras? Par exemple, dans ces fameuses vinaigrettes à la flotte là, qu'on vend toutes prêtes, souvent il y a de moins en moins de gras et on remplace par quoi? Ça dépend. Pour les vinaigrettes, j'en sais rien. Des gommes, des mucilages, des choses comme ça. C'était en fait des gélifiants. Le gélifiant va donner la texture. Pour une vinaigrette, je suis pas sûr que ça marche quand même, quoi. Ouais. Mais ce que disait Sébastien est juste, c'est-à-dire il est logique que des industriels tentent, en changeant leur composition, de coller plus au Nutri-Score. Bon, c'est pas de la faute du Nutri-Score, mais de ce fait, c'est vrai que ça montre quand même qu'en changeant et en ajoutant des trucs, on s'éloigne un petit peu des aliments simples. Et c'est pour ça que, comme scientifique, et je ne suis pas tout seul, on préférerait exclure du Nutri-Score les aliments simples. Il se trouve que ça arrange le Roquefort, mais je ne fais pas ça pour le Roquefort. C'est-à-dire que on garderait sur les aliments très composés. Je dis composés parce que transformés, c'est pas j'ai bien ça compris ouvre d'autres débats. Effectivement, je crois, sans me tromper, que certains scores qui s'occupent des aliments ultra transformés voient du rouge là où le Nutri-Score voit du vert, et réciproquement. Donc ça va pas. Faut que ces scores-là s'améliorent. Philippe Legrand, Sébastien Vignette nous disait, on a très peu de choses sur notre étiquette parce qu'on est un produit simple, parce qu'on a un cahier des charges qui est précis et qui fait appel en plus à un savoir-faire ancestral. Ouais. Donc on se doute bien que vos mucilages et autres gommes Xanthan n'existaient pas il y a 200 ans et on n'a pas changé tellement la recette. Mais est-ce que les gens arrivent à s'y retrouver sur les étiquettes? Parce qu'effectivement, plus un produit est composé, plus c'est écrit petit et plus il y a un nombre d'ingrédients dont on ne connaît même pas le nom. Oui. Nutri-Score doit pallier ça, non, normalement? Mais c'est-à-dire que ce qui se dessine, c'est qu'il n'y a pas que Nutri-Score qui a déjà une bonne place, c'est que les autres scores arrivent en termes soit d'environnement, soit de niveau de transformation. Et moi, je suis plutôt ami du Nutri-Score dans la mesure où je pense que c'est sans doute le plus utile en termes de santé, mais qu'ils vont tous s'annihiler, ils vont tous se détruire les uns les autres, les scores. Donc pour être sûr que le Nutri-Score reste actif et productif sur les aliments très composés, il faut libérer les aliments simples. Libérer les aliments simples. Sébastien Vignette. Moi, j'ai envie de vous poser, Vincent, une question en termes de simplification. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qui reste dans un soda light noté B? En termes de nutrition, en termes nutritionnels. En termes nutritionnels? Un soda sans sucre? Il y a forcément des extraits naturels de plantes, il n'y a que ça qui reste. En fait, il n'y a rien à manger. Par contre, il y a des édulcorants et il y a beaucoup d'additifs. Et ça, le Nutri-Score, il ne le dit pas. Et il va donner un B sur fond vert. Vous voyez la simplification de la lecture de la fameuse liste au dos que vous trouviez très compliquée? Belle simplification. Mais il y a quelque chose... une annonce là. On a certainement une voiture qui est en train de se garer devant la porte. Dites-moi, Sébastien, moi je voudrais savoir, j'aimerais comprendre en fait... pourquoi ce manque de nuances? Parce qu'on a l'impression que, par exemple, le Roquefort, qui est un produit gras, et c'est peut-être de ça qu'il pâtit, sur un éventuel Nutri-Score, gras et salé. Est-ce qu'il y a une distinction, Philippe, entre les différents gras? Voilà, parce que moi j'ai toujours l'impression que si on note pareil des pâtes à tartiner industrielles et du gras de canard ou des fromages d'appellation, il y a un problème. Alors, moi je rentre pas dans le détail des produits, mais il est clair que dans un des points de base du Nutri-Score, c'était quand même la considération d'éviter l'excès des acides gras saturés. Ce qui était juste à l'époque. Là maintenant c'est un petit peu moins vrai, mais raison de plus, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il s'améliore. Dans le même temps, il ne parlait pas des oméga 3, donc c'est ça qui va pas, c'est ce contraste. Pierre Ginèbre, à Erkalim, est-ce que vous avez enfourché ce cheval de bataille contre le Nutri-Score? Ah oui, on l'a enfourché. Alors, ce qui est un peu dommage, et je crois qu'on voit bien toutes les nuances, c'est que personne ici n'est contre et n'est totalement contre un dispositif qui améliore la santé et qui allait dans le bon sens. Sauf que vouloir le généraliser de façon un petit peu trop brutale tel qu'il est proposé, ça met en danger derrière d'abord sa lecture par le consommateur parce que les informations sont partielle, mais ça met aussi en danger derrière de l'économie, du territoire. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est important aussi à le comprendre, et aussi de la culture, parce que tous ces produits-là, c'est aussi quand même une forme de société que l'on se prépare, et c'est vers quoi on veut aller. Et tous ces produits-là, ils ont une place à condition d'être consommés de façon raisonnable et de façon raisonnée, et il faut qu'on apporte les outils aux consommateurs, et ça, il y a personne qui remet en cause autour de cette table la possibilité d'apporter ça. Et je rajouterai qu'il y a une double punition, c'est que les plus mal notés en plus ne pourront plus faire de promotion. Mais vous imaginez si on ne peut plus faire la promotion de nos fromages, de nos charcuteries, de notre huile d'olive, mais dans quel monde on va vivre? Déjà qu'avec notre loi E20, on s'est tiré une balle dans le pied à ne plus pouvoir faire la promotion de nos vins
pratiquement d'abord chez nous et dans le monde. Alors si tout le monde suit le même exemple, il n'y a que les étrangers qui vendront des produits gras et Non, salés. mais c'est pour vous donner une idée du caractère excessif jusqu'où ça va. Effectivement, les défenseurs du Nutri-Score vous disent qu'il faudrait interdire la publicité aux heures de grandes écoutes sur les En produits dessous du score D. DE. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, Vincent, la situation qui se prépare. Donc, entre 19 et 22 heures, je ne peux plus faire la promotion du Roquefort, parce qu'on est bien d'accord tous les deux que nos enfants n'ont qu'une obsession, c'est de boulotter du Roquefort en cachette de leurs parents le soir dans leur chambre. Par contre, les chaînes de restauration rapide, j'en citerai aucune, mais qui proposent des sandwichs B, des frites A et Les des frites sodas parce qu'elles n'ont pas été encore mises dans l'huile. et des sodas, voilà, c'est ça, et des sodas light B, bien sûr, et puis d'autres produits ultra transformés. Bien sûr, on est d'accord aussi, eux, ils pourront faire la publicité. Nos enfants ne sont absolument pas émus par ces produits qui pourtant les visent. Donc, si vous voulez, voilà tous les excès du Nutri-Score. Si on me dit, on réserve le Nutri-Score ou un alter ego aux produits industriels très transformés, à la limite, pourquoi pas ? Mais moi, ce que je dis, c'est que ça ne peut pas s'appliquer à des produits sous signe de qualité, AOP, IGP, parce que précisément, ce sont les héritiers de recettes ancestrales et ce sont des produits de qualité. Et alors pourquoi vous avez besoin de lever votre petit glaive occitan, là tout seul, le Roquefort, pour vous battre contre ça ? D'abord, est-ce qu'on peut s'exclure, refuser le Nutri-Score quand on est tout seul ? Aujourd'hui, légalement parlant, c'est sur la base volontaire. Par contre, Oui, mais l'Europe envisage de l'imposer à l'horizon fin 2022, début 2023, on est au bord. lui ou un autre. Parce qu'il y a quand même d'autres systèmes dans d'autres pays. Bon. Vous avez étudié d'autres systèmes, docteur Legrand ? Non, mais moi j'ai pas étudié ces systèmes-là en comparaison parce qu'il n'y en a aucun qui avait cette facilité pour connaître L'utilisation. d'utilisation. Et c'est pour ça que le Nutri-Score a gagné à un moment et il était aussi en concurrence vis-à-vis de l'ANSES, qui ne l'a pas choisi d'ailleurs à la base, par rapport à des scores qui imagineraient la portion. Parce que sa dimension manquante, mais ça c'est pas de sa faute non plus, c'est que ça n'éduque pas à la portion, l'éducation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, à la taille de ce qu'on met dans l'assiette. Mais ça c'est très dur à faire, personne n'a vraiment encore réussi à mettre, je sais pas, des petits systèmes de briques, etc. Donc il faut reconnaître que le Nutri-Score a un usage simple. Mais ce que je souhaite, moi, pas spécialement pour tel ou tel type de produit, c'est que justement pour qu'il gagne en robustesse alors qu'il est peut-être un peu attaqué de partout, il suffit de l'améliorer. C'est facile, c'est l'algorithme et l'entrée de nutriments positifs d'une part et la mise à jour du pilier lipide. Oui. Et avec ça, on aura plus de peut-être chances parler qu'il un soit... petit peu d'écologie, de naturalité. Ça, c'est pas son rôle. Critères. Oui, mais il faudrait avoir une sorte d'algorithme général. Bon, oui, un dernier mot. Je voulais réagir à ce que vient de dire Philippe, qui est très juste sur la portion. Vous le savez peut-être, Vincent, le Nutri-Score, il est calculé sur 100 grammes ou 100 millilitres. Mais, vous voyez le problème, c'est-à-dire que personne ne consomme, bon, sauf peut-être en Aveyron, mais ça on ne le dira pas, 100 grammes de Roquefort, a fortiori à tous les repas. La portion réelle de fromage consommée par les Français, c'est 30 grammes, pile poil dans les recommandations du Haut Conseil de la Santé publique. Sébastien, on va en parler avec des camarades à vous qui ont pointé le bout du groin, puisqu'on va parler du noir de Bigorre, qui est un produit de la région occitane, évidemment, à un poids. Allez, ce porc noir, il est même un peu à cheval sur l'Aquitaine, parfois. Hein, voilà, mais bon. On va le revendiquer bien occitan. Oui, c'est bien occitan quand même. Allez, on en parle dans 2 minutes. Merci d'être venu nous voir avec vos beaux Roquefort là, qui sont devant moi. J'ai pas encore tapé dedans, mais ça ne saurait tarder. Merci Pierre Ginèbre de défendre en Occitanie ces signes de qualité. Vous restez avec moi, docteur. Hein. Okay. On n'en a pas fini. On va débattre huile d'olive et noir de Bigorre. Là aussi, c'est du bon gras, mais il paraît que le Nutri-Score n'est pas très sensible à ce côté sentimental. Merci Vincent. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au salon de l'agriculture où on s'occupe du Nutri-Score. On lui fait un petit peu sa fête ce matin ici sur le plateau de Sud Radio. C'est normal parce que moi je suis contre la simplification à outrance. Mais le docteur Legrand n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Il pense que c'est un
d'utilité publique presque, le Nutri-Score, pour aider les gens à mieux consommer, à mieux s'alimenter. Absolument, il a le mérite d'exister, il a une certaine utilité, mais le monde scientifique souhaiterait qu'il évolue un petit peu pour être encore plus positif. Il est trop simpliste. Hein. Alors soyons clairs, moi j'aime le gras et le bon gras. Et d'ailleurs, ce matin, docteur, j'ai fait venir 2 acteurs bien différents, puisque j'ai un acteur du gras végétal et un acteur du gras animal, mais qui se retrouvent dans les oméga 3. Et ça, c'est merveilleux, on va le comprendre dans quelques minutes. Il y a Olivier Nallès qui est avec nous. Alors, c'est le président de la section bio de l'Institut national des appellations d'origine. Bonjour Olivier Nallès. Et spécialiste de l'huile d'olive. Hein. Vous baignez dedans quand même. Je suis un peu tombé dedans, mais il y a une phrase qui est extraordinaire, c'est de dire que le gras, c'est la vie. Quand on a compris ça, on peut tout faire. Vous êtes aixois, donc vous êtes vraiment du terroir de l'huile d'olive du Pays d'Aix, mais il y en a partout ailleurs, dans le sud de la France, et de très belles. Bien entendu, on était avec Irkalim, et donc dans le Gard, notamment, de magnifiques appellations également. Et puis, à côté de vous, vous avez le président du port noir de Bigorre. D'ailleurs, il porte la jaquette noire, il s'est habillé. Toujours. Comment ? Toujours. C'est important. Voilà, c'est Jean-Philippe Koustava qui est avec nous. Alors, dites-moi, je disais, il y a une correspondance, enfin, là je me tourne vers le docteur Legrand, entre le gras du noir de Bigorre et le gras de l'huile d'olive, parce que le porc noir, il n'a pas le même gras que le porc blanc. Non, et en fait ce que l'on a en commun, ce sont les acides oléiques. Et ce qui fait de notre produit un produit attractif d'un point de vue gustatif par la volatilité de ses arômes portés par les acides gras et qui nous rapprochent. Voilà. Alors, docteur Legrand, quand on dit qu'il y a gras et gras, on a le droit quand même. Oui. C'est-à-dire que le Nutri-Score, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, ne juge que la quantité de gras dans les aliments pour une portion de 100 grammes. Oui. D'accord, c'est là-dessus qu'on juge. Oui. En revanche, il ne nous dit pas si s'il est riche en oméga 3, en oméga 6, en polyinsaturés. Oui. Il ne fait pas de distinction. Voilà, il avait mis tout son poids sur le gras total et sur les acides gras saturés, parce que c'était les réflexes de l'époque. Mais il faudrait absolument qu'il complète en disant, par exemple, les acides gras indispensables, ce que certains qualifient de bons gras, mais même les saturés ont des fonctions, doivent être valorisés, parce que finalement, il y a quand même des fonctions. Quand on regarde les problèmes de santé publique qui restent en France à propos des lipides, c'est le déficit en oméga 3 par rapport au vieillissement, les maladies neurodégénératives. Donc toute source est bonne à prendre. Et de ce point de vue-là, il faut absolument actualiser ce Nutri-Score pour qu'il valorise les acides gras oméga 3, les oméga 6 et puis l'acide oléique aussi. Là, je m'y perds un tout petit peu, n'étant pas biochimiste moi-même, enfin pas de formation, de passion bien sûr. Docteur Legrand, on sait que le sucre, c'est le carburant, et d'abord le carburant des muscles et du cerveau. Hein. Oui. Le gras, c'est quoi ? C'est le carburant des muscles aussi, pas du cerveau. Des muscles aussi. Oui. C'est-à-dire que si vous partez en courant, vous allez consommer un peu d'ATP, mais très vite du sucre. Et si vous êtes un peu sportif, au bout de 20 minutes, vous passez sur le gras. Ah. Et c'est pour ça que la meilleure façon de garder c'est sa l'énergie ligne de et la réserve. prévention, C'est notre stock d'énergie. c'est plus long à aller chercher, mais ça veut dire un peu d'effort. Donc faut. Bon, et alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des gras qui sont meilleurs que d'autres ? Là, sans parler de problèmes d'athérosclérose Sans parler des problèmes d'athérosclérose, dans les nutriments, tous, il y a ceux qu'on sait faire, qu'on peut faire en interaction avec le sucre, avec d'autres choses, et puis il y a ceux qu'on ne sait pas faire. C'est les vitamines, les minéraux et les acides gras indispensables, et enfin les acides aminés indispensables. Cela, on en a besoin. Donc même dans les lipides, qui est d'abord avant tout un fuel, il y a quand même des acides gras indispensables. Donc ceux-là doivent être intégrés en positif dans les Nutri-Score. Dites donc, Olivier Nallès, vous qui défendez toutes les belles huiles d'olive françaises, vous n'êtes pas gâté par le Nutri-Score. Hein. L'huile d'olive, on le rappelle, c'est 100% de matière grasse. Donc évidemment, pan. Oui, enfin, à la fois, je partage tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que le Nutri-Score a eu le mérite à un moment d'exister. Il est totalement imparfait. Il faut aujourd'hui ne pas le rendre dans un résultat fermé. C'est-à-dire, ça c'est la vérité, c'est pas la vérité. L'huile d'olive, aujourd'hui, on est en général classé C. On n'est pas en D ou en E, donc c'est quand même pas dramatique jusqu'au bout. Mais, et ça a été dit tout à l'heure, celui qui me boit 100 grammes d'huile d'olive tous les jours, il faudra me le montrer parce qu'on lui fait une statue. C'est bon pour le transit. C'est bon pour le transit, mais la dose moyenne d'huile qu'on consomme, c'est de l'ordre de 10 à 15 grammes par jour. Donc il y a forcément
Oui, parce que 100 grammes, c'est 12 centilitres, 11 centilitres environ. Oh oui, à peu ça, près, puisqu'on est à 0,91 de c'est ça. densité, donc ça doit être ça. Non, enfin, je veux dire, Personne ne boit un verre entier d'huile d'olive. 12 centilitres d'huile d'olive. Sauf à manger un bel aioli, parfois on peut Ouais, se enfin, il faudra manger beaucoup quand même. Hein. Oui, docteur. Oui, l'huile d'olive a été un petit peu revalorisée suite, je crois, enfin je ne me suivais pas le problème à l'époque, mais des remarques, parce que c'est une huile très intéressante. Il y a des polyphénols. Voilà. Donc pour autant, elle n'a pas d'oméga 3, donc on ne peut pas non plus la survaloriser. Oui. Rien que le fait, aucun nutritionniste ne dénigre l'huile d'olive pour 2 raisons. 1, elle n'a pas d'effet cardiovasculaire négatif, et 2, elle a des effets cardiovasculaires positifs, non pas du fait de ses acides gras, car l'acide oléique est neutre, et c'est pas un oméga 3, mais du fait que c'est un fruit écrasé et qu'elle apporte énormément en termes d'antioxydants. Donc oui. rien que pour ça, je donne au Nutri-Score un argument pour pouvoir mettre l'huile d'olive un peu plus haut, c'est l'usage finalement de l'apport de micronutriments. C'est la reconnaissance du bienfait de ce gras-là. C'est le propre d'une vierge extra. Hein, et c'est bien la spécificité des vierges extra par opposition aux raffinés, aux huiles raffinées, où là, on va non seulement éliminer par le raffinage tous les autres composés, et le fait que les alors c'est vrai qu'on est plus oméga 6, oméga 9, nous, sur l'huile d'olive, mais il y a derrière tout ce côté positif. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est fondamental et sur lequel moi aussi je me bats beaucoup. Vincent, vous me connaissez un peu, c'est assez logique. C'est que dans la nutrition, la notion du plaisir doit exister aussi. Et que la façon dont je consomme un aliment, quel qu'il soit, si je le consomme en alicament, je fais une bêtise. Il doit y avoir, de ce consommation de plaisir. Je ne suis pas un médecin, mais en tous les cas, je suis intimement persuadé que quand on apporte du plaisir, quand je mange un morceau de noix de Bigorre, j'ai un tel plaisir que ça doit contribuer à un bon équilibre. Je vois le président Koustava, là, il a presque la larme à l'œil à vous entendre dire ça. Oui, et puis je voudrais vous rappeler juste 2 choses. C'est que chez nous, le gras du noir de Bigorre, c'était notre huile d'olive. Nous sommes issus d'une région où il n'y avait pas de beurre et pas d'huile. Et donc, cette matière grasse nécessaire pour cuisiner et pour conserver, c'était à nous notre matière grasse. Et moi, je suis content d'être là entre spécialistes et entre défenseurs d'appellations d'origine protégée anciennes. Nous sommes les plus jeunes, les plus petits. Et donc, on a combattu pour intégrer ce milieu des signes officiels de qualité ambitieux et transparents. Et aujourd'hui, d'arriver avec une identification qui nous classe très mal, D ou E, nous inquiète un peu. Mais en fait, si vous voulez, la problématique de Roquefort, la problématique du Noir de Bigorre, c'est la même. Trop gras, trop salé. En fait, on est sur des produits très différents, mais avec une approche très comparable dans le cadre du Nutri-Score. Oui, mais Jean-Michel Koustava, on a l'impression que le Nutri-Score ne fait pas trop la distinction entre le large white et les porcs noirs gascons. Ça, c'est sûr. Ou de Bigorre. Parce que, au fond, le rapport, il est simple. Hein. Quand on regarde du jambon, à température de la pièce, s'il est huileux, c'est-à-dire si le point de fusion est bas, c'est qu'il est plein d'acide oléique. Mais ce sont nos oléiques en commun entre l'huile d'olive et notre jambon qui de suite se met à transpirer. Donc, vous voudriez au moins que le Nutri-Score fasse la différence entre les différents types de porcs, quoi. Oh, je crois que là, c'est beaucoup demandé, mais ce que je veux dire, c'est que dans le groupe, parce que le Nutri-Score a comme argument fort d'aider à choisir en ne comparant pas des groupes d'aliments entre eux, mais en comparant des produits dans le même groupe d'aliments. Ah oui, mais... Et donc, ça rejoint aussi un avis qu'on souhaite que le Nutri-Score entende, c'est si c'est un choix dans un même groupe, dans le choix des huiles, alors à ce moment-là, il faudrait quand même qu'ils aillent de vert à rouge. Si tout un groupe est rouge et orange, ça veut dire que c'est pas le résultat n'est pas acquis. Et on peut mettre l'huile d'olive en A, ou en tout cas le construire de manière à ce que pour être crédible en termes de choix dans un groupe, il faut que ça aille sur tout l'ensemble de l'intervalle, de vert à rouge. Bon, vous êtes un homme raisonnable, docteur Legrand. Et je voudrais dire quand même, au passage, vous prônez le fait que l'on révise ce Nutri-Score, qu'on ne le jette pas à la poubelle. Tout à fait. On l'améliore. Un algorithme, ça doit pouvoir être recalculé, bien entendu, sur base de nouvelles données, par exemple. Nouveaux nutriments en positif. Oui. Pour autant, vous comprenez l'argument qui est valable pour l'huile d'olive et pour le noir de Bigorre si présent, qu'on ne mange pas 100 grammes en général de jambon noir de Bigorre.
hein. Donc ce calcul sur une base de 100 grammes n'a pas de sens, hein, puisqu'on doit parler de portions plutôt que de... Il est grossier et il est né comme ça, et peut-être au départ il ne pouvait pas faire autrement, mais il faut que ça change aussi ce rapport au grammage ou aux 100 millilitres quand il s'agit d'un liquide. Ah oui, c'est important. Vous avez bon espoir qu'on puisse s'améliorer, ou est-ce que les industriels y trouvent leur compte et feront du lobbying pour que ça ne bouge pas? Ça c'est pas tellement mon sujet, mais je pense que le Nutri-Score doit s'améliorer et que venant de propositions scientifiques de très bon sens en rapport avec les connaissances récentes de la nutrition, il doit s'améliorer et puis il doit se concentrer sur les aliments non simples. Et comme ça en plus, ces messieurs qui produisent des aliments simples, dès lors qu'ils n'auront peut-être pas ce poids du Nutri-Score, ils auront eux aussi leurs intérêts. Voilà. Merci Dr Philippe Legrand, vous êtes fait un peu l'avocat du diable, même si vous n'êtes pas tout à fait tendre avec ce système qui est perfectible. Messieurs Koustava et Nalès, vous restez avec moi parce que je vais vous présenter dans une minute un irréductible gaulois, et pourtant il n'est pas français. Ah oui, ça existe, sur un produit que vous connaissez et que vous aimez. Allez, on se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, de retour pour stigmatiser un peu le Nutri-Score, ça nous fait du bien, hein. On se venge un petit peu de ce qu'on entend parfois sur le salon où les gens sont perdus pour leur nutrition, qui s'occupent un peu plus de la qualité des produits et un peu moins des étiquettes parfois, parce que les étiquettes c'est très nébuleux, on l'a vu tout à l'heure avec Pierre Gineb d'Irkalim, hein, une forêt d'étiquettes, une forêt de signes de qualité, et c'est dur de s'y retrouver, surtout dans les mentions quand c'est écrit tout petit. Alors messieurs Nalès, Olivier Nalès, pour représenter ici l'huile d'olive française et même au-delà, il l'aime tellement qu'elle peut venir d'ailleurs pourvu qu'elle soit bonne, hein, on est d'accord président Nalès? Ouais, on n'a absolument pas le monopole et j'aurais du mal à dire devant un Italien qu'il n'y a pas des huiles extraordinaires en Italie. Ce serait une mauvaise foi énorme. Pour le jambon, alors là, le Noir de Bigorre, là aussi, hein, dans la région de notre invité, on trouve de beaux jambons, hein, du côté de Parme. Hein. Et bien sûr, le tour de la Méditerranée, c'est le monde du jambon. Mais... Donc les Italiens et les Espagnols sont nos modèles, encore aujourd'hui. Mais Marcello Turini qui est avec nous. Bonjour Marcello. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il ne vient ni pour l'huile d'olive de sa région, ni pour le jambon de Parme. Il représente ici un grand produit, un grand fromage, il Parmigiano Reggiano, qui est vraiment... Alors le parmesan, ça c'est vraiment emblématique de l'Italie. Et là j'ai envie de dire... je vous ai dit un irréductible gaulois, voilà, l'irréductible gaulois est romain aujourd'hui, il faut le dire. Voilà, tout a changé de camp, puisque l'Italie, Marcello, et le produit que vous représentez, ont dit non au Nutri-Score. Dans une Europe qui est un petit peu tiède, hein, qui laisse un petit peu gagner le Nutri-Score, l'Italie a dit non. Comment ça se fait? Merci Vincent, mais on est vraiment contraire, et ça, il faut le dire. On était d'accord avec les discours qu'ils ont fait les autres invités, absolument, sur les raisons à la base du contraste avec les systèmes Nutri-Score. Mais nous, on a pris une décision complètement nette sur ça, à niveau italien, parce que ce n'est pas seulement les consortiums de Parmesan, mais aussi les consortiums du Grana Padano, du Provolone, du Asiago, Gorgonzola. Et tous ensemble, on a refusé le système Nutri-Score. C'est les fromages qu'on dit non. Mais pas seulement. Et le vin. Les vins aussi, très forts sur ça. Les ministères de la Santé, il a marié ce concept et cette stratégie parce qu'on considère les systèmes faux au début. C'est à la base. On n'a rien contre un système qui aide les consommateurs à avoir une instruction, une éducation sur la santé et sur l'alimentation correcte. Ça, c'est important et prioritaire. Les problèmes, c'est les systèmes à la base de ça. Et ça veut dire pas dévaloriser les produits. De qualité, surtout. De qualité. Oui. Et ça, c'est un problème à la base, les concepts. Il y a des autres systèmes, on en a parlé, on en parlera. Il y a, je sais pas, les Nutrifor batteries, par exemple. Il y a des autres systèmes qui valorisent la dose. Et le fameux Yuka, le terrible Yuka, hein, qui taille aussi des croupières dans les rayons. Vous l'avez déjà mentionné, ça veut dire mesurer la dose conseillée aux consommateurs pour n'avoir pas de problème, mais avoir un apport nutritionnel. Ah mais alors, ça, attendez, Marcello, vous êtes en première loge là. Excusez-moi, mais le parmesan, qui donc est un fromage qui a perdu toute son eau, oui. Hein, bien entendu. Donc il ne reste en gros, à part la protéine, du gras, du sel.
hein, et évidemment qu'on ne mange pas 100 grammes de parmesan. Il faut être vraiment un forcené. Hein. On n'est pas dans les rouges, mais on est orange. Ça Ouais, veut dire. bah oui. Mais je défie quelqu'un à manger 100 grammes de parmesan d'un coup. C'est impossible. Alors, mais par contre, si on prend un plat de pasta avec 80 grammes de pâtes, 30 grammes, voilà. 20 grammes d'huile d'olive ou 15 d'huile d'olive et 20 grammes de fromage, on est dans les verres. Avec 20 grammes de parmesan, on est dans les verres. Alors, ça n'a pas du sens. Tous les médecins déportifs, pour les gens âgés, ils conseillent le parmesan. Pour les bébés, l'apport nutritionnel vous savez, d'aminoacides, de sélénium, des minéraux et tout, c'est fabuleux, les calcium. Et après, on dit, non mais, attendez, c'est rouge, attention. Attendez, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Olivier Nallès, alors certes vous représentez, vous êtes un amoureux de l'huile d'olive, vous avez été vraiment dans la Fidole dont vous étiez le président, qui est aujourd'hui France Olive, mais vous avez surtout une voix qui porte, puisque vous êtes président du bio à l'INAO, et vous avez la voix qui porte à l'INAO. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics italiens, parce que chez nous c'est le ministère de la Santé qui a mis en place Nutri-Score, pourquoi sont-ils sensibles à la voix des producteurs ou des filières, et chez nous on n'arrive pas à bloquer cela? Non, alors, qu'on soit clair, le débat aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va bloquer en France ou en Italie. Aujourd'hui, le débat est que la Commission s'est emparée du sujet et souhaiterait le rendre obligatoire. Et ce jour-là, pas plus l'Italie que la France, si ça devenait un étiquetage obligatoire au sens réglementaire européen, pourrait y faire quoi que ce soit. Pourrait faire quoi que ce soit. L'Italie a pris une position assez claire, la France a une position... Enfin, côté ministère de l'Agriculture qui est très clair en disant l'outil n'est pas parfait, il faut l'améliorer. Côté ministère de la Santé, je ne serais pas capable de vous dire ce qu'il en est. Donc, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que des autorités italiennes actuellement soutiennent sur leur quelques filière. sujets d'étiquetage un peu sur lesquels veut aller la Commission sont très fermes. Malheureusement, on est très l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Comme toujours. C'est-à-dire qu'on a nos petits copains danois, etc., qui eux voudraient surinformer, surmachin. Enfin bon. Donc voilà, on peut pas, mais c'est vrai qu'on se retrouve très souvent, Italiens, Espagnols, Grecs, Français, sur les mêmes positions défendues. Parfois, les Allemands nous aident un peu. Jean-Michel, vos copains espagnols de l'autre côté des Pyrénées, avec le port ibérique, qui a un peu les mêmes caractéristiques que le nord de Bigorre, ils sont sur des positions semblables, j'imagine. Vous en parlez avec eux? Bien sûr, parce que en fait, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, nous, notre taille fait que on suit nos grands collègues qui ont un poids que nous n'aurons jamais. Et donc, notre association, Eli Khalim, dont on a parlé tout à l'heure, sert à ça aussi, à nous rassembler, à porter la même voix pour essayer d'influencer, si on le peut, chacun avec son poids, le système. Marcello Turini, vous voyez la difficulté d'harmonisation européenne. Mais ça, on le sait, en matière d'alimentation, Olivier Nallès le disait, il y a quand même une âme méditerranéenne autour du bassin méditerranéen. Mais lui, ça lui est facile, parce qu'il est français, mais il est avant tout provençal. Donc, il se sent une parenté, évidemment, avec le Sud. Et le pire, c'est que j'ai une arrière-grand-mère de Livourne. Donc, voilà, comme ça, de l'arc. Il y a un petit bout d'italien qui est pas loin. L'arc Ligure. C'est pas les pires. Avec de belles huiles d'olive aussi, il faut bien le dire. Alors, Marcello, est-ce qu'il y a une résistance intelligente possible? Est-ce que ce Nutri-Score, vous pouvez le reconsidérer si on le retravaille, ou est-ce que c'est un non définitif? Il y a un point commun, je pense, au niveau des règlements européens qu'on peut toucher tous ensemble. Ce n'est pas la dimension qui fait la différence, mais c'est les principes de la AOP. Les principes les règlements 1151 de 2012, ça nous autorise comme organisme de tutelle et de protection à intervenir contre la dévalorisation d'un produit AOP. Nous, on a investi des milliards à niveau européen, ce n'est pas l'Italie, mais tout le monde européen, on a investi des milliards sur des produits AOP, avec une défense énorme, fort service quasiment de police pour avoir une qualité aux consommateurs exceptionnelle. Et aujourd'hui, on a un niveau, je pense, livré au marché exceptionnel. Mais par contre, maintenant, on met à tout à risque pour dire aux consommateurs, attention, si vous mangez 100 grammes ou vous buvez 5 grammes d'huile d'olive, vous êtes en danger. Oui. C'est sûr. Alors, les règlements, ça nous autorise à intervenir à niveau public, tribunal et légal pour protéger la valorisation de produits.
Et là, c'est une intervenance qu'on fait tous ensemble à niveau légal à Bruxelles. Et là, il n'y a rien à faire. Ou bien Il y a encore du boulot, on met en discussion les règlements européens, ou sinon... Bon, est-ce que... je vais laisser le mot de la fin à Olivier Nalès. Non, je dirais que en tant que président d'un comité de l'INAO et donc gestionnaire au même titre pour la France, je dirais que ça nous autorise à attaquer pour se défendre, c'est le cas de le dire. Ça ne veut pas dire qu'on obtiendra gain de cause. Mais c'est clair que si nos produits continuent à ne pas être considérés à leur juste valeur, je suis à peu près certain que ce soit au niveau, nous, des producteurs de produits agroalimentaires, fromage et autres, en France, sous appellation d'origine et indication géographique, et sûrement en lien avec les Espagnols, les Italiens et d'autres pays, il faudra qu'on cherche à démontrer qu'on ne peut pas mettre en cause l'histoire et l'ADN qui est l'ADN de nos appellations d'origine, de nos indications géographiques, puisque à l'international, on parle d'IG, d'indications géographiques. Enfin, je vous écoute et je me dis qu'il y a quand même un travail de culture du produit alimentaire, de bon sens aussi, de faire attention aussi aux demandes de son propre corps, à ses envies et à retourner un petit peu à une connaissance, je dirais, plus intime des produits et des spécialités qui font nos terroirs. Merci messieurs d'être venus me voir aujourd'hui sur ce studio ici au village Semence du Salon d'Agriculture. Salon qui se termine aujourd'hui. Vous avez encore la journée si vous voulez rendre visite ici avant la fermeture des portes ce soir. La semaine prochaine, on reprend le chemin de nos marchés locaux et des studios de Sud Radio. Bah oui, on était bien là, hein, on était bien reçus. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h comme d'habitude pour passer en revue l'actualité de tout ce qui se mange. Après le journal, on retrouve En toute vérité d'Alexandre Devecchio et après, c'est ça la France, Nathalie Schrenirma. À dimanche prochain et surtout, regardez ce que vous achetez. Hein, je crois que c'est le plus important, hein, plutôt que juste l'étiquette. Et faites un peu confiance à votre bon sens. Ça a fait ses preuves quand même.